les cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous mettre, dans, le chat, ce que vous faites, quel est votre métier et puis, on débutera dans quelques minutes. Pour cadrer aussi un petit peu le webinaire, vous avez, une partie chat où vous pouvez, poser toutes vos questions, également discuter avec nous. Alors effectivement, vous ne pourrez pas intégrer, le webinaire pendant que nous parlons, mais je vous invite à laisser vos messages, directement sur le chat et nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions directement, après, le webinaire. Bonjour. On va commencer, hein, si tu veux. Donc, bonjour à tous, on va commencer la présentation. Donc, bienvenue à la présentation au webinaire Travailleur social, comment conforter et entretenir sa pratique professionnelle. Donc, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait que ce webinaire prend sens aujourd'hui pour nous. Donc, dans le déroulement du webinaire, donc, ce que l'on va vous proposer, c'est 45 minutes de présentation. Pendant lesquelles on va vous expliquer un petit peu à travers le webinaire qu'est-ce qui fait qu'on a choisi ce titre et quels sont les objectifs aussi de ce webinaire. Et ensuite, vous aurez 15 minutes de questions-réponses pendant lesquelles, effectivement, il pourra y avoir un échange. Alors, essentiellement par chat. Donc, n'hésitez pas encore une fois à écrire vos questions dans le chat et qu'on puisse y répondre soit au fur et à mesure ou aussi pendant ces 15 minutes de questions-réponses. Alors, sachez qu'à la fin du webinaire, nous vous délivrons un questionnaire de satisfaction dans lequel vous pourrez aussi poser vos questions, mettre vos messages à notre destination et nous prendrons le temps, bien sûr, de répondre à chacune de vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, le contexte. Donc, travailleur social, effectivement, c'est une grande appellation, mais c'est aussi pour moi déjà un métier. Un métier qui est essentiel, mais sous tension actuellement. Je pense que vous le savez tous et vous l'avez un peu tous compris en fonction des, on va dire, politiques actuelles, mais aussi par rapport à la refonte de plein de choses, de l'essence même du travail social. Et donc, c'est pour cela qu'on parle de travail social en général. Je ne vais pas aller dans le détail de tous les métiers du social qui existent. Alors, effectivement, ce métier est actuellement sous tension puisqu'il y a une évolution constante des pratiques sociales et une augmentation de la complexité des situations. Donc, quand on parle de complexité de situation, on va aller sur les situations de précarité qui font partie de la base du travail social, où ce sont de base les terrains sur lesquels nous allons plus intervenir. On va parler aussi du risque d'usure professionnelle. Effectivement, là, on parle du travailleur social en lui-même, dans ce qu'il peut vivre au quotidien, et le besoin de monter en compétences continues qui fait qu'on va aussi évoquer la question de la formation tout au long de son parcours professionnel et aussi comment on peut y accéder. Donc, l'objectif du webinaire, c'est de prendre du recul sur sa pratique. C'est également de comprendre ses propres difficultés au sein de son métier. C'est d'identifier aussi les leviers concrets que l'on pourrait mettre en place pour pouvoir solutionner nos difficultés et découvrir aussi des solutions qui sont durables pour éviter toute pathologie, entre guillemets, comme le burn-out ou l'épuisement professionnel et bien d'autres éléments. Alors, pour vous expliquer tout ça, déjà, on va vous expliquer le contexte et pourquoi on propose ce webinaire. Donc, on va déjà se présenter.
Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Francis Labrana. Donc, je suis assistante sociale de formation. Donc, j'exerce aussi en tant qu'assistante sociale libérale. J'exerce aussi en parallèle une activité de psychothérapie. Donc, je suis psychopraticienne et je propose de la thérapie et du coaching à tout public, enfants, ados, adultes et aussi les couples. Voilà. Et je suis aussi formée pour des bilans de compétences et j'interviens aussi dans les structures hospitalières, médico-sociales et petite enfance dans le cadre de l'intervention. Je propose des interventions d'analyse de pratiques professionnelles. Donc, je suis Flora Labrana, donc je suis responsable marketing et communication, également consultante et formatrice dans ces domaines. Et je suis totalement en freelance, hein, on va dire ça aussi. Je suis en freelancing au sein de sociétés qui sont dans le domaine de la santé, principalement. Voilà, et donc à toutes les deux, on vous propose du coup ce webinaire, puisque l'objectif, ça a été de mettre à votre disposition nos compétences et aussi vous expliquer un peu par la suite ce qu'est aussi FF Formation, qui est un organisme que nous avons créé ensemble. Alors, pour continuer dans cette optique-là, donc on va parler des défis des travailleurs sociaux. Oui, moi j'appelle ça défi parce que effectivement, on est confronté à des défis au quotidien. Il y a toujours besoin de penser, de réfléchir et aussi d'amener des solutions, qu'on le veuille ou non. Alors, des fois, il n'y en a pas, mais des solutions aux personnes que l'on accompagne. Ce qui va générer souvent une charge émotionnelle importante. Pourquoi? Parce qu'on va être souvent face à la détresse. Je vais vraiment parler de détresse des personnes, des difficultés qu'elles rencontrent, et qui dit détresse fait aussi parler les émotions. Donc, face aux émotions des autres, donc comment on est en capacité d'accueillir l'émotion de l'autre, mais aussi comment on prend en compte la sienne. Et souvent, on va appeler la question de la distance professionnelle, qui fait que des fois, on y arrive et puis des fois, on n'y arrive pas, parce que tout simplement, nous sommes humains. Mais qu'il y a aussi des techniques que l'on peut mettre en place pour que ça puisse aussi évoluer. Donc, on est du coup, cette charge émotionnelle, souvent, elle est liée à cette complexité administrative, parce que souvent, les personnes sont démunies, comme vous le savez bien, par rapport aux dispositifs qui existent. Ils ne savent pas forcément comment faire valoir leurs droits, à quoi ils ont droit aussi. Donc, ça peut être soit un manque d'information ou une incompréhension, parce qu'on sait très bien que le système social est très complexe dans la législation. Donc, ce n'est pas une question d'étude de capacité intellectuelle, c'est du fait que nous, on est à jour, on va aller chercher les informations qui fait qu'on sera en capacité de pouvoir leur retracer ce qui va être important dans l'ouverture de droits par rapport à leurs difficultés, leurs problématiques, et aussi trouver une solution pour pouvoir apaiser la difficulté rencontrée. Et souvent, on est sur la question de l'isolement professionnel. Alors oui, ça, c'est aussi une question d'expérience professionnelle, puisque les travailleurs sociaux ne sont pas toujours en équipe. Et même quand ils sont en équipe, ça peut être compliqué. Il y a tellement une charge de travail importante que souvent, on se sent un peu isolé. On n'a pas le temps d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas le temps d'aller analyser nos pratiques professionnelles, d'aller voir comment ça se passe aussi ailleurs, mais aussi de faire du réseau, de faire des partenariats pour pouvoir aussi faciliter notre travail. Donc, l'isolement professionnel, il est quand même important, sachant que on a quand même une grosse pression, il faut se le dire quand même, une grosse pression, qu'on le veuille ou non, de l'institution, puisque nous sommes considérés en tant que travailleurs sociaux comme des personnes de solution. Et l'évolution réglementaire permanente, c'est ce que vous connaissez en général, on l'a intitulé comme ça, mais c'est la veille sociale. La veille sociale qui, elle, va permettre justement d'être à jour de toute la législation qui évolue, de toutes les nouvelles directives gouvernementales, aussi vraiment dans les dispositifs qui sont mis en place, et ils évoluent constamment. On le voit bien, si on ne se met pas à jour, effectivement, il y a plein d'informations que l'on va perdre. Donc, la mise à jour, c'est aussi comment elle peut se passer, comment elle peut arriver, et aussi comment être à l'affût justement de ces informations, sachant qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout, mais c'est aussi, ça vient un petit peu rejoindre la question de l'isolement professionnel et en même temps la complexité administrative. Donc, la question est, suite à tous ces défis qu'on a pu voir ensemble, tous les défis dont vous faites face chaque jour au sein de votre métier, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les leviers justement pour conforter et entretenir sa pratique professionnelle?
Donc, c'est ce qu'on va voir. C'est l'objet du webinaire. Donc, on détecte 4 piliers essentiels que l'on va voir tout de suite. Alors, l'un des piliers, ça va être prendre du recul. On parlait tout à l'heure un petit peu, on l'a évoqué, la distance professionnelle. Prendre du recul, c'est la base du travail social, puisque sinon, on est beaucoup envahi. Je vais utiliser des mots assez forts, mais on peut être envahi par la situation de l'autre, par les émotions de l'autre que l'on accompagne. Donc, ça va être vraiment important de savoir prendre du recul sur les situations, sur ce que l'on peut vivre, sachant que c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Donc, pour ça, il y a aussi besoin souvent de se former. Alors, se former, là, je vais reprendre un peu les termes aussi, se former sur la charge émotionnelle que l'on peut rencontrer, sur aussi comment se comprendre par rapport à nos réactions, par rapport aussi à notre gestion. Là, on va parler un peu de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, mais se former aussi sur alors, j'en suis une fervente de l'analyse de pratiques professionnelles. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce qui va être important, c'est vraiment de pouvoir aussi être en groupe et pouvoir apporter aussi un autre regard sur ce que l'on aurait pu faire, sans jugement, puisque on pourrait tous faire différemment, effectivement, mais c'est comment aussi les autres, et là je dis les autres, ça va être les autres pairs, PAIRS, pourront vous apporter d'autres informations, pourront avoir un autre regard sur la situation, parce que des fois, on est tellement empêtré sur la situation que l'on n'arrive plus à avoir un avis un peu neutre, un petit peu plus pertinent, etc. Et des fois, on ne pense pas à tout non plus. Voilà. Ça revient un peu l'échange. Donc, échanger sur sa pratique, se former, ça peut être… Alors, je vais prendre les deux en même temps. Donc, échanger et se former. Se former, ça va être aussi avoir d'autres pratiques complémentaires à la relation d'aide. Parce qu'effectivement, en tant que travailleur social, on parle beaucoup de la relation d'aide, mais c'est aussi comment, dans la relation d'aide, je ne suis pas que dans le lien face à face. C'est aussi quelles sont les autres techniques qui existent. Alors, vous avez aussi, par exemple, la systémie. Donc, se former en systémie parce que quand on accueille une personne en fonction de son domaine de compétences et de son lieu d'exercice, des fois, on va travailler aussi avec les familles, on va travailler aussi avec les frères et sœurs. Voilà. J'ai fait des interventions, par exemple, en IME, et effectivement, on travaille essentiellement avec les familles. Donc, être formé, par exemple, à la systémie, ça peut être très important. Ça peut être très essentiel parce que ça nous permet de comprendre certains mécanismes. Voilà, ça va être aussi, vous avez l'analyse transactionnelle, qui aussi, en fonction du lieu aussi où vous exercez, qui peut être intéressant. Vous avez aussi la PNL. Alors, je suis une personne formée à la PNL et une fervente de la PNL. Et effectivement, ça peut aider aussi dans le contact, dans la relation d'aide en lui-même, mais aussi dans la manière de se comporter, la manière d'être dans l'écoute, la manière d'être attentif à ce qui se passe quand on a les personnes en face. Donc, vraiment, se former, échanger permet aussi de structurer sa pratique. Plus vous allez avoir des informations sur comment faire, comment améliorer votre pratique, plus vous serez à l'aise, plus vous serez attentif aussi à d'autres choses que, je vais le dire très vulgairement, mais du papier, dans l'administratif, parce qu'effectivement, on a une charge administrative de plus en plus importante en tant que travailleur social. Mais là, il ne faut pas oublier que notre métier, il est basé sur la relation. La relation, l'écoute active. Et c'est là où ça évolue. Ça évolue et les personnes aujourd'hui ont besoin de plus en plus, qu'on le veuille ou non, d'être écoutées, d'être entendues, d'être compris, sans forcément partager tout ce qu'ils vous disent, mais compris, entendus dans leur souffrance, dans leur incapacité, dans leurs difficultés, mais aussi dans le fait qu'ils ne savent pas, tout simplement. Donc ça va être vraiment important pour pouvoir aussi se sentir aussi à l'aise, vraiment bien en tant que travailleur social dans le métier que l'on apporte et aussi dans ce qu'on peut apporter à l'autre. Et donc, le prochain point, c'est qu'on va voir ensemble, c'est comment prendre du recul. Parce que c'est l'une des questions qui revient souvent, c'est qu'on est dans sa pratique, on est imbibé, on respire, on est chargé émotionnellement par son travail. Mais comment, justement, on peut prendre du recul? Quels sont les différents éléments qui vont nous permettre, justement, de prendre ce recul-là?
Alors, déjà, prendre du recul, c'est sortir de l'urgence. Alors, parce que concrètement, alors, je parle sans doute de mon expérience professionnelle, mais je pense que beaucoup vont la partager. C'est que souvent, en tant que travailleur social, on vient vous chercher souvent quand il y a une urgence, ou sinon quand il y a des délais, ou sinon quand il y a des deadlines à respecter. Et là, tout de suite, il faut faire ça tout de suite maintenant, pour une semaine, pour demain, pour après-demain, etc. Donc forcément, vous êtes tout de suite dans de l'urgence. Sauf que tout est urgent. Et comme tout est urgent, c'est compliqué après de soi-même se prendre en charge dans l'organisation, dans aussi notre charge émotionnelle, parce que du coup, ça va nous mettre, on se met soi-même une pression, et en plus, on a la pression institutionnelle derrière. Donc, c'est comment prendre du recul. Donc, déjà, sortir de l'urgence, qui des fois peut être anticipée, et aussi des fois dire qu'il n'y a pas d'urgence, en fait. Les personnes, souvent, sont arrivées avec leurs problématiques, il n'y a plus d'urgence pour les faire. Donc c'est vraiment important de se dire que l'urgence, il n'y a pas d'urgence vitale. Alors, vous me direz, oui, quand même, dans certains lieux, des établissements où vous exercez, il peut y avoir une urgence vitale. Ça, on reste dans les exceptions. Mais pour certains, en fonction du lieu où vous exercez, il n'y a pas d'urgence. Pour moi, une urgence, ça reste une urgence vitale. Et souvent, l'urgence vitale, c'est quand on est en réanimation, quand on est aux urgences, quand il y a un risque de mort ou autre, etc. Et c'est là où ça fait toute la différence. Parce que du coup, ça vous permet aussi d'analyser vos actions, de vous dire, je prends un temps, je respire. Bon, quelle est la problématique du moment? Voilà, quelle est la problématique du moment? Comment je m'y prends? Quels sont les moyens que j'ai à ma disposition? Quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre? Donc, ça va vraiment permettre aussi de vous poser et d'être efficace, en fait. Efficace et comprendre vos actions. Je parle par expérience parce que moi, j'ai déjà vu des collègues aussi ou être dans l'urgence en disant, alors moi, j'ai beaucoup travaillé aussi dans le domaine hospitalier, où l'urgence, ils vous disent que l'urgence, tout est urgent. Finalement, telle personne, il faut la faire sortir demain, etc. Parce que le retour à domicile, il faut l'organiser. Sauf qu'un retour à domicile, ça ne s'organise pas en 1 heure. Voilà, etc. Donc, sauf qu'elle sort demain. C'est comment aussi on se positionne face à tout ça. En se disant, oui, mais moi, j'avais déjà plein de dossiers à finaliser. Là, ça, pour moi, ce ne sera pas une urgence. Mais en même temps, vous considérez que c'est une urgence, mais l'urgence, elle n'est pas la même. On n'a pas la même interprétation de l'urgence. Donc, c'est là où ça va être important de dire, je suis capable de faire telle chose, là, je n'aurai pas le temps de le faire. Et pas forcément répondre dans l'urgence à la demande. C'est là où, en fait, on risque l'épuisement, en fait. Donc, c'est vraiment important de vraiment... Il n'y a pas de solution type. C'est vraiment le fait de pouvoir se poser, d'analyser sa pratique professionnelle aussi. On y vient. L'analyse de pratique professionnelle. C'est aussi le fait de partager des situations et de voir aussi peut-être comment certains gèrent l'urgence, comment certains, quelle est leur définition déjà de l'urgence. Mieux comprendre ce qu'on entend par urgence. Dans le travail social, j'entends bien. Voilà. Donc, ça permet d'avoir un regard extérieur. Et un regard extérieur, ça peut être du professionnel qui encadre l'analyse de pratique professionnelle, mais surtout du groupe qui y sera. Sachant que des fois, l'analyse de pratique professionnelle peut se faire de manière individuelle. Ça, il faut le savoir. Après, ce qui est plus porteur et plus riche, souvent, c'est l'effet de groupe. Puisque des fois, ce sont soit vos collègues de travail. Donc, du coup, c'est intéressant parce que vous êtes dans le même système et vous pouvez avoir une lecture différente en étant dans le même système. D'autres, ça se fait en intra, dans le sens où c'est avec d'autres collègues de la même profession, mais qui n'exercent pas sur le même lieu. Et là, ça peut être encore plus intéressant parce que ça va questionner vraiment votre pratique sur comment vous faites, sur est-ce que c'est pertinent, est-ce que finalement, il y a besoin d'agir comme cela? Voilà. Donc là, ça peut être aussi très, très intéressant pour l'avoir mené aussi de différentes manières. Ça peut être très porteur et très riche d'idées. Ça évite l'épuisement, mais ça vous permet aussi vraiment d'avoir cette prise de distance et de progresser sur votre façon de faire. Encore une fois, il n'y a pas de jugement quand on est en analyse de pratique professionnelle. On est dans du questionnement. Du questionnement pour vous rendre compte si finalement vous êtes aligné avec ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que finalement, agir comme peut-être la collègue l'aurait dit, ça vous conviendrait? Vous direz peut-être que non, et c'est OK.
Maintenant, c'est comment je peux être alignée pour progresser. Et on a également il y a d'autres solutions qui existent, comme par exemple la supervision. Je vais te laisser en parler. Voilà. La supervision, alors souvent, elle peut être aussi, encore une fois, en individuel, comme elle peut être aussi en collectif. Donc la supervision, c'est vraiment encore différent, puisque là, on va toucher à la personne elle-même, c'est-à-dire le travailleur social qui va analyser ses propres mécanismes, en fait. Et donc là, c'est encore un peu différent. Il peut y avoir la supervision institutionnelle, c'est-à-dire vraiment avoir une personne qui va vous challenger, en tout cas vous questionner sur comment vous faites. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir en supervision une chef de service qui, effectivement, n'avait plus de cadre supérieur pour pouvoir l'orienter, etc. Donc, elle avait besoin d'une supervision. Donc là, le questionnement a été sur comment elle s'organise, comment est sa charge de travail, et puis au fur et à mesure, on est arrivé sur sa charge émotionnelle, sur le cadre qu'elle avait envie d'installer, etc., etc. Donc là, on est vraiment propre sur la personne. On est vraiment sur la personne propre, sur qu'est-ce qu'elle ressent, de quoi elle a besoin et comment elle peut mettre les choses en place. Et aussi, un peu aussi dans l'analyse de sa pratique, mais c'est encore différent de l'analyse de pratique professionnelle. Et donc, c'est un accompagnement qui est proposé par un tiers pour pouvoir justement avoir cette prise de recul, cette vision autre que ce que vous avez directement par rapport à votre métier. Et ça travaille effectivement la posture professionnelle. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et la gestion. C'est la gestion des émotions qui est la base de tout ce qui se passe pour nous dans notre métier. Donc, on remarque aussi que la formation, c'est un levier aussi qui peut être intéressant pour vous permettre d'aller plus loin dans votre pratique, de pouvoir conforter et entretenir votre pratique, parce qu'effectivement, le domaine du social, c'est un domaine qui évolue constamment. Et là, on voit à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a énormément de choses qui bougent. Il y a de nouvelles directives, de nouvelles circulaires qui sont mises en place. Donc, il est important pour cela d'actualiser ses compétences. C'est vraiment, et c'est aussi pour ça qu'on a monté et fait formation, actualiser ses compétences lorsque l'on travaille avec même de l'humain, c'est hyper important. Mais on ne va pas parler uniquement de compétences métiers, parce qu'effectivement, votre métier, vous avez tous fait vos études et vous êtes tous diplômés par rapport à votre métier. Donc, concrètement, vous avez déjà une base bien confortée. Ce qu'il faut mettre en place, c'est vraiment réaliser des formations qui vont vous permettre justement d'aller beaucoup plus loin par rapport à votre pratique. Et ce qu'il faut ajouter, c'est prendre en compte aussi sa maturité professionnelle. Puisque effectivement, actualiser ses compétences, c'est au fur et à mesure de votre expérience professionnelle. Aujourd'hui, je me permets de parler, moi, au bout de 15 ans, à peu près 15-16 ans d'expérience professionnelle. Je ne parlerai peut-être pas comme ça si je venais de sortir de l'école d'assistante sociale. Voilà, donc aujourd'hui, je parle aussi avec l'expérience que j'ai. Et effectivement, actualiser ses compétences, c'est comment j'ai pu gagner en maturité professionnelle, comment j'ai pu gagner en expérience professionnelle pour aussi gagner confiance en moi. Et ça se perçoit dans votre pratique, mais au fur et à mesure, vous aurez des besoins qui vont venir, qui vont devenir évidents. Comme je vous expliquais, moi, je suis formée à la PNL. Ça a été un choix personnel, puisque par exemple, toutes les formations qu'ils me proposaient au sein des établissements hospitaliers dans lesquels j'ai exercé ne me convenaient pas du tout, puisque ça n'était pas aligné avec mes besoins. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais me payer ma propre formation. Je pouvais me le permettre à cette époque-là. Et je le faisais aussi sur mes congés professionnels, donc comme quoi après, il faut aussi se donner du temps et de l'énergie pour ça. Et en fait, je me suis formée à la PNL parce que finalement, j'avais besoin de revisiter ma relation à la relation d'aide. Vous voyez, c'est quand même particulier. Et en fait, le but, c'était de trouver d'autres techniques ou en tout cas de réactualiser mes connaissances, mes compétences sur comment je mène un entretien. Comment je mène un entretien? Est-ce qu'il y a des choses
que je n'ai pas vues? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu améliorer dans ma pratique, sans forcément remettre en question ma compétence professionnelle, mon diplôme, ma légitimité? Non, pas du tout. C'était vraiment proposer un plus pour mettre à disposition ces informations auprès du public que j'accueille. Et donc, ça m'a permis aussi de gagner en confiance. Ça m'a permis aussi de me sentir légitime encore plus dans le rôle que j'avais, mais aussi face à mon public, mais aussi face à mes collègues. En leur expliquant aussi certaines choses qu'eux avaient peut-être occultées du fait d'être toujours dans la même routine et toujours aussi dans l'urgence, par exemple, pour certains, mais aussi dans le fait qu'il y a une tâche à faire et on va jusqu'au bout de la tâche. Et le fait de développer, de faire de la formation, ça permet vraiment de développer des compétences qui sont clés. Et ça permet aussi de faire la différence concrètement, même sur le marché du travail, hein, tout simplement. Par exemple, un travailleur social qui n'aura que la partie diplôme, effectivement, s'il n'a pas d'autres compétences clés, d'autres formations clés qui pourraient justement upgrader sa pratique, peut-être que ce sera peut-être un peu moins intéressant pour certaines structures que d'autres. Donc, développer ses compétences, c'est hyper important. Ça permet aussi de développer sa communication professionnelle également. Ça permet aussi d'apprendre à gérer des conflits. Donc, ce sont des compétences que vous pouvez aussi développer par le biais de la formation. Ça permet aussi de conforter votre posture professionnelle, mais également d'apprendre à gérer vos stress, de trouver des moyens pour pouvoir le gérer, puisque plus vous allez vous développer vos compétences, plus vous allez vous conforter, avoir confiance en ce que vous faites, en ce que vous dites. Alors, je redis quand même que nous sommes des travailleurs sociaux. Donc, nous sommes confrontés à tous ces postes-là. Nous sommes confrontés à tous ces postes-là, nous le vivons au quotidien. La communication, comment on communique avec le public que l'on accueille, mais aussi comment on communique avec son équipe ou avec ses collègues. Donc, ce qui n'est pas toujours simple en équipe. Donc, ça va être très, très important. La gestion des conflits aussi, pareil. Les personnes arrivent en souffrance parce que, je prends l'exemple de l'hospitalier que je connais très bien. Voilà, les personnes sont victimes, j'ai envie de dire, d'une maladie ou autre. En fait, la difficulté, c'est que qu'est-ce qui se passe? Là, on a des schémas de rupture de vie qui sont quand même brutales. C'est brutal ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je fais? Et puis, ça peut vous mettre en colère parce que du coup, il y a tout le système. Je vais prendre un exemple type. Arrêt maladie, comment je gère? Les indemnités journalières, elles ne sont pas payées, etc. J'ai des dettes et autres, etc. Donc, vous êtes face à la colère, mais des personnes parce que vous représentez le système. Nous représentons le système dans lequel on vit. Et donc, on est face à des personnes qui sont en colère contre le système, mais pas contre nous, personnellement. Donc, comment aussi on apprend à gérer ça? C'est pas toujours simple. Ça peut être aussi quand vous faites un signalement, chose qui m'est arrivée aussi à faire. Je pense pour beaucoup de travailleurs sociaux aussi, on souhaite en faire le moins possible, bien sûr, mais des fois, il y a des situations qui nous obligent à le faire. Et donc, quand vous avez les familles qui savent que vous avez fait un signalement et que vous les avertissez par rapport à ça, vous pouvez aussi être face à des personnes en colère parce qu'avec toutes les conséquences que ça va amener derrière. Donc, c'est aussi comment je vais pouvoir me conforter dans ma posture professionnelle, expliquer aussi aux autres, expliquer à mon équipe et aussi dire je dois aussi me protéger, mais aussi protéger ma profession. Encore une fois, nous sommes des travailleurs sociaux, nous sommes soumis au Code de l'action sociale et familiale, donc avec des règles bien précises, le secret professionnel, l'obligation de protection des personnes vulnérables, etc., etc. Donc, on a aussi des choses qu'on est dans l'obligation de faire en tant que travailleur social. Et ça, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas, c'est important. Et forcément, des fois, ça peut nous générer du stress, ça peut générer aussi une charge émotionnelle, pour revenir un peu sur ce terme-là. Et toutes ces compétences clés sont très importantes et sont la base, j'ai envie de dire, du travail social. Et donc, structurer sa pratique aussi, c'est un levier qui est important pour conforter votre pratique, l'entretenir. Donc, dans un premier temps, c'est ayez une méthodologie. Ça, il faut absolument l'avoir. Avoir une méthodologie lorsque vous traitez des cas particuliers, des dossiers, avoir un cadre d'intervention, mais aussi des outils concrets que vous pouvez utiliser. Alors, dans outils concrets, j'aurais même envie d'ajouter aussi un écosystème qui vous permet de gérer les situations de manière fluide. Parce que souvent, ça, on l'oublie, je trouve. Et
Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir des partenariats, de pouvoir avoir un entourage professionnel qui vous permet de traiter des situations beaucoup plus facilement et de manière, pourquoi pas, en 360, ça, pour moi, ça fait partie aussi des outils concrets que vous pouvez utiliser et qui sont aussi à votre portée. Alors, dans outils concrets, moi, je peux apporter comme exemple un hospitalier. On avait mis en place, alors ça existe de d'autres manières dans d'autres structures, mais je me rappelle dans le service dans lequel j'intervenais, j'avais mis en place ce qu'on appelait des synthèses. Et en fait, c'est vrai que l'équipe ne savait pas ce que c'était. Ben, en fait, on a créé des synthèses à notre manière en fonction du besoin de l'équipe, mais aussi du besoin des patients et de leur famille. Et donc, l'objectif, c'était que quand il y avait des situations assez complexes, on recevait systématiquement la famille, on va dire une semaine après l'hospitalisation, pour faire un point, famille et patient compris, avec tous les professionnels qui prenaient en charge la personne. Donc, si le professionnel était absent, forcément, il pouvait laisser une transmission à un autre collègue. Mais l'objectif, c'était de pouvoir dire, aujourd'hui, voilà, faire un point d'étape. Aujourd'hui, voilà ce qu'il en est. On a fait nos bilans. Maintenant, voilà comment on va travailler avec votre proche. Et aussi, et du coup, la personne entend elle-même comment on va travailler avec elle. Donc, et on fait un point d'étape aussi, après, bon, dans 2, 3 semaines, voire 4, en fonction de l'avancée de la personne, pour pouvoir aussi après parler un petit peu plus du retour à domicile qui va se construire avec la personne et pouvoir aussi après conforter aussi la famille, la personne sur ce qu'on pourra mettre en place, sur les besoins qui seront nécessaires aussi au domicile et sur les choses aussi où on sera limité. Donc, c'est important aussi que la personne puisse comprendre, que ce soit sur le plan médical, sur le plan orthophonie, sur le plan ergothérapie, etc., et sur le plan social, où on en est aujourd'hui. Donc, ça permettait aussi d'éviter des conflits, de prévenir aussi l'épuisement professionnel. Et donc, tous ces outils sont vraiment mis en place avec l'équipe. Et quand on parle d'écosystème, en fait, c'est ça. C'est ne pas être seul, ne pas être dans un isolement. Parce que sinon, on est souvent fatigué parce qu'on doit tout gérer, gérer la famille, gérer les proches, gérer aussi des fois, parfois, les humeurs des médecins, les humeurs des collègues, les humeurs de tout le monde, aussi sachant que vous êtes le pilier pour pouvoir proposer justement, entre guillemets, une solution. On en devient irritable parce qu'il faut savoir aussi que nous sommes travailleurs sociaux, mais nous sommes d'abord des humains et nous avons aussi une vie personnelle. Et donc, tous ces points-là font que, des fois, quand dans la vie personnelle aussi, il y a des difficultés, on arrive avec aussi une perte de motivation qui peut être quand même importante et on peut arriver, le cas échéant, vers du burn-out ou autre situation. Et c'est pour ça qu'il est important de se reconnecter au sens, à sa vocation que l'on a. Pourquoi se poser les bonnes questions, se redemander pourquoi j'ai choisi ce métier. Ça, c'est hyper important. C'est vrai qu'on en a parlé lors de notre premier webinaire sur le sens, la vocation. Et c'est l'une des questions qui revient et qu'il faut absolument prendre le temps de se poser. Pourquoi j'ai choisi ce métier et aussi qu'est-ce qui me motive encore? Parce que souvent, pour nous, être travailleur social, c'est tout d'abord une vocation. Tout le monde ne le ferait pas puisque concrètement, les travailleurs sociaux voient tout ce que le monde ne veut pas voir. Donc voilà, c'est un métier vraiment à vocation. Et c'est pour ça que ces questions-là sont hyper importantes. Et ça, on l'entend souvent, et je le vois souvent sur les réseaux d'ailleurs. Beaucoup se demandent, souvent en tant qu'assistante sociale, beaucoup se demandent, mais qu'est-ce que je fais encore là? Je ne retrouve plus de sens à mon métier, ça devient trop compliqué, je ne me sens pas à l'aise dans les établissements. Donc, c'est vrai que c'est une question qui anime beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleurs sociaux, surtout sur la tendance du moment et sur les charges de travail, que ce soit émotionnelles, que ce soit charge de travail administrative, ou même charge aussi qui pèsent tout simplement par rapport au monde dans lequel on vit. C'est très, très compliqué de se retrouver. Maintenant, c'est vrai que c'est tout un travail sur soi à faire. Quand je vois certains qui me demandent « Alors, quelle solution vous me proposez ?» Non, en fait, il n'y a pas de solution. C'est pas « Aujourd'hui, ça ne va pas, demain, je vous donne un autre métier. » Non, ce n'est pas si simple. C'est est-ce que du coup, vous avez encore envie d'y être? Est-ce que du coup, ça vous motive encore? Est-ce que je choisis encore ce métier? Et qu'est-ce qui ne va pas dans ce métier pour vous? Et comment vous avez envie de l'exercer? Ça aussi, c'est une grande question parce qu'on oublie souvent qu'on a le droit d'exercer notre métier toujours en restant dans le cadre, dans la déontologie professionnelle, dans l'éthique professionnelle du travailleur social, mais le choisir de l'exercer à sa manière. Chose que j'ai faite aussi.
puisque aujourd'hui, je suis assistante sociale libérale et je me sens très, très bien connectée avec ce que je peux proposer comme prestation aujourd'hui. Donc concrètement, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Ce qui fonctionne vraiment, c'est de pouvoir bénéficier d'un espace d'échange pour vous permettre de partager, pour vous permettre d'échanger avec des pairs, de pouvoir aussi confronter ce que vous faites actuellement par rapport à ce que d'autres font et aussi par rapport à tout simplement un écosystème qui travaille autour de vous. Donc, pouvoir échanger vraiment sur les pratiques. Aussi, c'est se former, faire des formations qui vous sont adaptées. Ça, c'est hyper important et qui vont vous permettre de développer vos compétences. Mais aussi, ce qui est important, c'est de se faire accompagner sur chaque étape, sur chaque élément pour son développement professionnel et pourquoi pas aussi pour son développement personnel. Parce qu'en général, quand on fait l'un, on fait l'autre en même temps. Ce qui nous amène à nos formations, puisque chez FL Formation, nous proposons des formations en reconversion professionnelle, de l'analyse de pratiques professionnelles également, des formations en communication et leadership, mais également en marketing en santé. Donc, ce sont des formations que l'on réalise, que l'on a adaptées pour vous dans le cadre social, pour vous permettre justement de développer vos compétences, développer également vos compétences professionnelles, mais aussi personnelles, et de pouvoir aussi tout simplement apprendre à travailler aussi en transversalité, pouvoir vous donner les outils clés, les éléments clés pour pouvoir justement travailler, comme disait Francis tout à l'heure, pouvoir travailler selon ce que vous souhaitez, de la manière dont vous souhaitez mettre en place votre pratique. Et ça, c'est hyper important, que vous soyez alignés. Et le but, justement, c'est vous permettre d'aller vers plus de sérénité. Alors, on a mis des petites paillettes, mais c'est vraiment ça, c'est mettre des paillettes dans votre vie. C'est vous permettre d'avoir plus de sérénité. Également, vous permettre d'avoir une meilleure posture au niveau de votre pratique, de votre travail, pouvoir être ancré dans ce que vous faites et ne pas vous laisser, entre guillemets, bouffer, je vais utiliser ce mot-là, envahir même par votre travail. On sait que ça peut prendre une très grande place. Des fois, vous pouvez rentrer chez vous et toujours avoir votre travail en tête. On sait que voilà, c'est pour vous, vous voyez tellement de monde à la journée, vous avez également tellement de charges mentales et professionnelles que ça peut être très important, très lourd. Donc, avoir une meilleure posture, un meilleur ancrage, mais aussi vous permettre d'avoir moins de stress et plus d'impact. Ça, c'est hyper important. Le stress est à réduire et l'impact beaucoup plus important. Donc, nos formations, elles contiennent des modules, des ateliers thématiques. Vous avez également des masterclass et des webinaires comme aujourd'hui. Vous avez aussi accès à une communauté, puisque voilà, aujourd'hui, on a développé un réseau qui est quand même hyper important, que ce soit dans le social, dans le médico-social, mais également dans le domaine de la santé. Et vous bénéficiez également d'un accompagnement personnalisé, puisque chaque personne est unique et chaque besoin est unique également. Donc, on vous accompagne personnellement selon votre projet professionnel. Alors, ce sont des formations, effectivement, qui sont dédiées aux professionnels de santé, aux professionnels du médico-social et les professionnels du bien-être. Il faut savoir aussi qu'elles concernent les salariés, les indépendants, les freelances, les auto-entrepreneurs ou les entreprises. Alors, donc, dans les professionnels du médico-social, donc effectivement, les assistants sociaux, donc on va parler en général de travailleurs sociaux, mais assistants sociaux, éducateurs spécialisés, les conseillers en insertion professionnelle, professionnels aussi médico-sociaux, responsables de structures sociales et les professionnels du secteur social pour englober un petit peu plus de professions dans notre cadre social. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que vous êtes des piliers du système social. Oui, nous sommes des piliers du système social parce que nous sommes confrontés à tout ce qui se passe dans notre système, dans notre monde, dans notre écosystème aussi. Et si on ne prend pas soin de nous,
ce sera difficile aussi de prendre soin des personnes que l'on accompagne, quel que soit le public que l'on accompagne. Encore une fois, nous sommes des humains. Nous travaillons avec ce que l'on est, nous. Sauf qu'il ne faut pas oublier, et ça je le dis souvent à mes collègues ou aux personnes que j'accompagne dans mes différents cadres, c'est qu'on est d'abord des humains avec des émotions. Nous ne sommes pas des robots. Donc, il peut y avoir des choses qui se jouent, des choses aussi, effectivement, quand on se forme justement à d'autres pratiques, je parle de systémie ou même, ou même de PNL, mais quelle qu'elle soit, en tout cas celle qui vous convient, en tout cas celle dans laquelle vous vous retrouvez par rapport à vos besoins. On voit aussi qu'il se joue aussi beaucoup de choses sur le plan psychologique, mais aussi psychologique qui, des fois, arrive aussi sur le lieu du travail. Encore hier, je faisais de l'intervention en analyse de pratique pour des professionnels d'une crèche. Et c'était impressionnant parce que il s'est passé un incident à la dernière session. Et on a repris avec une des participantes puisque effectivement, elle s'était un petit peu, elle a eu un comportement inadapté dans le sens où, face à une collègue qui, finalement, après avoir compris ce qui se passait, elle a compris qu'en fait, cette collègue lui faisait penser à sa sœur avec qui elle avait beaucoup de difficultés, etc. Donc, effectivement, tout ce qui se joue chez soi, tout ce qui se joue dans son propre système émotionnel va se rejouer aussi dans vos équipes, va se rejouer aussi avec vos collègues. Donc, prendre soin de soi, c'est aussi savoir comment aussi je fonctionne, comment aussi j'interviens et aussi comment se former, ne pas rester seul et s'autoriser à évoluer. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est la normalité. Mais ne pas s'oublier. On parle souvent d'équilibre personnel et équilibre professionnel et ça va être important puisque l'équilibre personnel, il n'existe pas s'il n'y a pas d'équilibre professionnel. Et en tout cas, il peut être très, 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 très compliqué. Voire, du coup, s'il y a plus d'équilibre professionnel, souvent, soi-même, on s'oublie dans la personne que l'on est. Et quand je dis que nous sommes des systèmes, nous sommes des piliers du système social, oui, nous sommes des piliers du système social, à ne pas oublier. Et c'est pour ça qu'il est important de vraiment s'autoriser à évoluer, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on remarque beaucoup chez les travailleurs sociaux, c'est que on est tellement, vous êtes conforté dans votre travail et parfois vous êtes tellement aussi sous l'eau que vous n'avez pas le temps, vous n'avez plus l'énergie aussi de faire autre chose à part votre métier. Et il est important du coup de prendre du temps, se faire un pas en arrière ou un pas de côté plutôt pour s'autoriser à évoluer, à se former. Donc, c'est aussi pour ça que suite à notre webinaire, nous vous proposons 2 éléments. Donc, un atelier des besoins. Donc, c'est un espace collectif qui est dédié au questionnement et à la réflexion pour vous permettre en fait de savoir de quoi vous avez besoin, vous permettre de connaître aussi vos différents projets et tout simplement pour vous permettre de vous re-questionner et savoir comment on peut vous accompagner par la suite par rapport aux formations que nous proposons. Et vous avez la possibilité aussi, soit en plus ou tout simplement uniquement, de faire une séance de coaching qui aujourd'hui a un tarif de 35 €. J'ai mis 10 avril, mais la date n'est pas très bonne parce que le 10 avril est déjà passé. Donc, l'objectif, c'est de faire un entretien individuel pour échanger sur votre projet personnel, mais aussi professionnel. Donc là, on va rentrer, bien sûr, beaucoup plus en détail sur votre projet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous enverrai tous les liens via le prochain email qu'on va vous envoyer. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous inscrire aux différents ateliers ou à la séance de coaching. Aussi, j'étais un peu trop vite. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, vous avez le petit QR code que vous pouvez flasher juste ici. Vous ne vous inquiétez pas si vous êtes sur votre téléphone, je vous enverrai tout par mail. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc, vous pourrez juste cliquer sur le lien et vous inscrire directement. Vous avez également la possibilité de recevoir nos prochaines newsletters où on vous donne quand même pas mal d'informations.
Donc, n'hésitez pas également à vous inscrire. Donc, nos newsletters seront constitués et sont constitués des événements que l'on propose, des nouvelles formations que nous mettons en place, mais également d'informations importantes qui vont concerner votre secteur d'activité. Et également, vous avez un petit questionnaire de satisfaction. S'il vous plaît, remplissez-le, c'est hyper important pour nous. Ça va nous permettre de pouvoir améliorer nos webinaires, nos événements qu'on met en place et qu'on commence à mettre en place pour les prochains mois, les prochaines dates. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux différents éléments et je vous enverrai le tout par mail pour les liens. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire et de la session questions-réponses qu'on adore. Donc, alors, j'ai quand même relevé quelques questions. Francis, j'ai recensé quelques questions que certains travailleurs sociaux nous avaient déjà posées lors d'événements où nous nous sommes rendus. Et du coup, je les ai recensées pour commencer en attendant que les participants puissent poser leurs questions. Alors, tout d'abord, concrètement, comment je peux prendre du recul sur ma pratique alors que je suis déjà débordée au quotidien? Alors déjà, il y a un terme qui me perturbe, c'est le terme débordé. Alors oui, en tant que travailleur social, on est toujours débordé, on a toujours des choses à faire. Concrètement, ça, c'est même un terme classique. Mais en même temps, la question qui est comment je peux prendre du recul sur ma pratique alors que je suis déjà débordée, c'est qu'aussi peut-être il y a des questions à se poser sur la question de l'organisation, sur la question des priorités. Voilà. Donc, et c'est aussi comment j'intègre dans ma pratique un temps pour moi en tant que professionnel, qui est normalement, je dis bien normalement, doit être obligatoirement intégré. J'interviens dans d'autres établissements et souvent, il y a des travailleurs sociaux ou même en fait d'autres disciplines qui ont un temps bien spécifique pour pouvoir travailler sur soit leur veille sociale, soit d'autres choses. Et ça, c'est vu avec la direction. Donc, c'est vraiment important de le prendre en compte. Si vous ne le prenez pas en compte, personne ne vous le proposera, en fait. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que vous êtes maître de votre pratique. Personne ne vous proposera en disant « Oh, bah écoute, je vais te donner 3 heures pour pouvoir faire de la veille sociale. » Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le temps que vous travaillez et que votre travail est fait, c'est OK. Par contre, instituer, voire même imposer ce temps dans votre pratique professionnelle, c'est super important. Ça va aussi concerner la question de l'analyse de pratique professionnelle, qui est malheureusement très méconnue dans les organismes ou dans les institutions qui embauchent des travailleurs sociaux. Parce que je ne vous cache pas que moi, en hospitalisation, j'ai dû avoir 1 à 2 fois de l'analyse de pratique professionnelle, et en plus qui était faite avec les soignants, en 15 ans d'expérience. Donc, concrètement, malheureusement, c'est assez peu connu, ou en tout cas, c'est connu, mais ce n'est pas proposé. Tant que vous ne le proposez pas, on ne vous le proposera pas. Donc ça va être important aussi de se positionner là-dessus. Après, l'avantage, c'est que l'analyse de pratique, dans 2027, il y a une circulaire, il me semble, pour courant 2027. Il y a des circulaires qui commencent à imposer, j'ai envie de dire, l'analyse de pratique professionnelle, comme ça a été le cas dans la petite enfance, dans laquelle j'interviens de plus en plus aussi, pour pouvoir justement avoir des temps spécifiques inclus. Et d'ailleurs, même les crèches, elles ferment à ce moment-là. Les parents viennent chercher leurs gamins, donc il y a toute une organisation qui est mise en place. Et bien, dites-vous que ça se fait. Et ça marche. Et ça fonctionne. Et c'est attendu. Deuxième question, comment gérer la charge émotionnelle sans devenir distant avec les personnes que j'accompagne? Alors, c'est une très bonne question. Comment gérer la charge émotionnelle? La charge émotionnelle, dans notre métier, on va appeler ça l'empathie. L'empathie, c'est comment aussi entendre, être dans l'écoute active et entendre sans forcément être dans l'émotion de la personne. Alors, moi, j'ai envie de dire, des fois, être dans l'émotionnel avec la personne, ce n'est pas négatif. Tant que ça ne prend pas des proportions et tant qu'on reste dans une posture professionnelle adaptée. Donc, maintenant, c'est aussi d'abord, moi, j'ai envie de dire d'abord, c'est se connaître soi-même dans sa propre charge émotionnelle, connaître ses limites, connaître sa façon de réagir, savoir aussi s'il y a des thématiques qui vous touchent plus que d'autres. Moi, j'avais des collègues qui m'appelaient, et ça, c'était intéressant parce qu'on arrivait souvent
à travailler ensemble qui m'appelait, par exemple, j'en avais une collègue qui était pas du tout à l'aise avec la question du décès et c'était OK et donc moi qui étais un peu plus à l'aise là-dessus, je faisais soit les entretiens avec elle parce qu'elle me le demandait, donc là, c'était vraiment une question de collaboration entre collègues ou sinon elle me renvoyait les patients pour pouvoir justement traiter cette difficulté et c'était OK aussi, c'était convenu entre nous. Comme il y avait des fois des spécificités qu'elle, elle avait, que moi je n'avais pas. Donc c'était OK. C'est aussi connaître ses limites et savoir jusqu'où on peut aller dans sa propre personne, dans ses propres émotions. C'est là où je pense que c'est important aussi de créer un écosystème. Quand on parlait d'outils concrets tout à l'heure et qu'on mettait justement dans les outils concrets un écosystème sur lequel on peut se reposer, ça peut être hyper intéressant et hyper important. Oui, parce que quand on est travailleur social, on pense qu'on peut tout faire, bien sûr. Oui. Ça, c'est notre vocation première. Et beaucoup de structures le croient, c'est que finalement, parfois, vous êtes seul dans votre activité, vous êtes seul à gérer tout un service, alors que derrière, normalement, vous devriez être plusieurs. Exactement. Une autre question. Dans ma structure, il n'y a pas d'analyse de pratique, ni de supervision. Comment je fais seule ? Moi, je vous invite à répondre vous-même à votre question. Parce que du coup, je vais dire comme ça, comment je fais seule ? En fait, on ne fait pas seul. En tant que travailleur social, on ne peut pas travailler seul. Et c'est là où, encore une fois, votre positionnement va être important. On ne peut pas travailler seul quand on est travailleur social. On travaille soit avec des partenaires, on travaille soit avec des collègues, on travaille avec différentes possibilités. Donc, ça, déjà, ça me pose question. C'est que ça veut dire que vous acceptez vous-même de travailler seul. Et si vous l'acceptez, c'est que du coup, je ne veux pas faire de projection. Mais du coup, je ne sais pas si vous arriverez à travailler seul autant d'années qu'il le faut. Sans épuisement professionnel. En fait, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est que forcément, il y aura un épuisement professionnel à un moment donné. Déjà, un isolement et un épuisement qui va être réel et très actif à un moment donné. Et il faut savoir que plus vous habituez vos collaborateurs, vos institutions à travailler tel que vous êtes, eux, il n'y a pas de raison qu'ils vous proposent un autre format. Alors, je vais prendre peut-être une dernière question. Les formations, c'est bien, mais comment être sûr que ça va vraiment m'aider sur le terrain ? Alors, ça, c'est déjà le choix de la formation qui va être déterminant. Avant de parler de formation, c'est déjà déterminer vos besoins. Donc ça peut se faire par un entretien individuel que nous, on peut vous proposer. L'atelier des besoins. Voilà, l'atelier des besoins. Ou la séance individuelle. Ou la séance individuelle, effectivement, qui va vous permettre justement de trouver déjà votre besoin premier. Et ensuite, de pouvoir étayer par la suite ce qui va vous manquer au fur et à mesure que vous allez comprendre et aussi intégrer des informations complémentaires. Donc, comment ça va vous aider ? Il n'y a que vous qui pourrez répondre à cette question, mais avant même de poser cette question, c'est déjà, quel est mon réel besoin ? Alors, c'est vrai qu'au niveau des formations que nous proposons, nous faisons des formations qui sont adaptées aux stagiaires, aux personnes qui vont suivre nos formations. Et ça, on y est très sensible parce que nous-mêmes, nous sommes professionnels. Nous avons déjà fait beaucoup de formations aussi sur nos métiers respectifs. Et souvent, on a pu remarquer le fait que certaines formations étaient très générales. Alors que pour le coup, nous avions besoin peut-être que de 5-10% finalement de ce qui a été dit pendant je ne sais pas combien d'heures. Donc, nous, effectivement, ce que nous proposons, c'est vraiment des formations qui vont être adaptées à ce que vous faites, aux problématiques que vous avez, parce que aussi, ce sont des problématiques que l'on connaît, que l'on a déjà vécues. Donc, on est là justement pour pouvoir vous donner les billes que l'on a, mais aussi les billes qu'on a pu actualiser par le biais de notre veille sociale, professionnelle, etc. Et de pouvoir vous les délivrer et faire en sorte que ça puisse vous permettre de les mettre en place. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Je regarde un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, il y a une question qui dit, est-ce que les formations sont compatibles avec mon travail ? Oui, parce que ce sont des temps de formation.
Donc, à partir du moment où vous décidez, vous, de faire une formation et que vous la soumettez, si vous êtes en entreprise ou en institution, vous la soumettez à votre institution, c'est déjà à elle de voir en termes de financement ce qui est possible, sauf si vous avez envie de vous la financer aussi à titre plus personnel. Et surtout que vous pouvez demander à ce qu'un temps de formation soit dégagé de votre emploi du temps. Donc ça, tout est possible en fait. Tout est une question de comment vous fonctionnez avec votre institution, qu'est-ce qui est proposé par la suite, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est pas du tout incompatible. Au contraire, c'est tout à fait jouable. Concrètement. On clôture notre session questions-réponses. On espère que ce webinaire vous a plu, que vous répondrez à notre petit questionnaire. Je vais remettre le QR code juste ici. On vous remercie d'avoir pris ce temps aussi de nous écouter, de aussi prendre ce temps pour vous, parce que c'est du temps pour vous permettre peut-être de réaliser quelque chose, d'avoir de vous re-questionner, d'avoir un petit déclic, comme on dit souvent, et vous permettre justement d'aller plus loin dans votre pratique professionnelle. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, et de pouvoir aussi vous inscrire à nos formations. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter nos différents réseaux. Eiffel Formation. Donc, nous sommes sur Instagram, Facebook, LinkedIn et du coup aussi YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à consulter nos différents réseaux. N'hésitez pas aussi à nous contacter directement pour avoir un peu plus d'informations sur ce que l'on propose, comment c'est proposé et voir aussi ce qui vous convient. Donc, de vous inscrire aux ateliers des besoins ou aux séances de coaching individuelles. Voilà. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions et n'oubliez pas de remplir le petit questionnaire. Merci à vous, merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée.